Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendrez bien parce que d'habitude avec le micro ça passe pas toujours. Je vous remercie tous et vous souhaite la bienvenue au nom de Ténière Malplaquet Culture Patrimoine pour cette 5e et dernière conférence du cycle Si Malplaquet m'était compté. Donc c'est une exposition qui s'est étalée sur 3 mois. Il nous reste encore 15 jours si vous n'avez pas eu le temps d'aller la visiter. Surtout la manquez pas parce qu'il y a beaucoup de documents et on l'a un petit peu agrémenté encore de choses nouvelles. Nous avons eu un cycle de 5 conférences dont les 4 premières étaient chargées de passer la parole à des conférenciers qui étaient déjà avec un CV bien fourni. Celui d'aujourd'hui, qui est un ancien journaliste, est un amateur d'art éclairé, même si on dit amateur. Il a quand même écrit une 20aine de livres, donc je vais vous en présenter quelques-uns. Donc il y a Pleurs au fusil, par exemple, Disparu en zone interdite, Au comptoir des autres, et puis donc je vais regarder parce qu'il en a d'autres, La flèche du Ken, Pour le proie de Prusse, Le star joli, Souvenir et devenir. Et donc les 2 derniers, ce sont les chemins creux du quotidien et Vézelay, escapade ou escalade. Donc je vous les conseille parce qu'on y trouve une source importante de petits détails qu'on ne voit pas toujours dans la grande histoire quand on écoute. Donc ce monsieur, c'est monsieur Tabary, que je salue et que je remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est un ancien journaliste, comme je vous le disais, mais c'est aussi un fonctionnaire européen, originaire bien sûr de l'Avesnois, et qui est spécialiste des questions agricoles. Notamment, il a été administrateur principal de la Direction générale de l'agriculture de la Communauté européenne. Il a 46 ans d'expérience, et ça lui a valu d'être promu au grade de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, ce qui n'est pas rien quand même. C'est aussi un militant pour l'Association des paralysés de France et il est administrateur d'une structure d'aide au maintien à domicile. Alors ce monsieur ne manque pas d'humour, comme vous allez pouvoir le voir, et il va nous entraîner sur les sinuosités d'une frontière que les conquêtes de Louis XIV ont marquée. C'est à la fois une frontière provisoire parce que elle dure quand même depuis 200 ans, mais ce qu'une guerre a fait, une autre peut la changer, évidemment. Il nous demande avec humour, Français, nous, vous voulez rire. Alors moi, je vais lui demander par une autre question, je vais lui répondre par une autre question, en lui disant, Français, nous, peut-être pas sans Malplaquet. Alors, monsieur Tabary, je vous pose la question, j'espère que vous allez y répondre, et puis je vous laisse maintenant la parole. Merci. Je ne suis pas sûr d'avoir besoin de ce micro. Il me semble me souvenir que l'endroit porte bien. Il est d'ailleurs prévu pour ça. Et donc, j'ai grand plaisir, effectivement, à être parmi vous, même si j'ai été un peu victime d'un caprice d'agenda, puisque je devais, comme chaque fin novembre, participer aux Journées du Livre d'Étreint, qui a eu la mauvaise idée d'avancer d'1 semaine. Ce qui fait que je me retrouve avec un pied ici et l'autre là-bas et que je devrais m'esquiver assez rapidement tout à l'heure en m'en excusant par avance. Mais venir à Malplaquet, c'est toujours un plaisir. D'abord parce que c'était une partie de mon chemin quand j'allais à Bruxelles. J'allais souvent prendre le train à Kévy. Qu'ensuite, du côté de la tombe de Jean-Pierre Langrange, j'ai quelques souvenirs personnels qui ne demandent qu'à être ravivés. Et puis enfin, c'est l'occasion un peu d'évoquer une bataille qui a beaucoup marqué. On a souvent dit que c'était un des jalons de l'émergence d'une Europe moderne. Moderne au sens des frontières d'aujourd'hui, parfois même de l'absence de frontières d'ailleurs. Et le propos donc était celui-là. J'ai eu l'occasion de commencer ma carrière de journaliste dans la bonne ville d'Avesnes et d'avoir accès à un certain nombre de documents qui retraçaient leur attachement à la France. Et j'étais très frappé que lorsque j'en parlais avec des personnes relativement bien informées, une partie d'entre elles se trompaient sur la date. Et que beaucoup ne savaient pas trop finalement ce que ça avait signifié, ce rattachement à la France. Ça m'a donc amené à garder cette idée à l'esprit, y réfléchir un petit peu, puis réfléchir, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas désagréable, et de recherche en lecture, de conversation, en interrogation, finalement, une trame s'est un peu dessinée.
Et le premier point, c'est que si on avait questionné, comme on le fait quelquefois aujourd'hui, l'opinion publique, les Français de l'époque, qu'est-ce que voulait dire ce mot d'ailleurs, on s'interrogera après, n'auraient certainement pas répondu qu'ils voulaient se retrouver sous la coupe de Louis XIV. Mais à l'époque, on ne demandait pas l'avis des gens pour faire ce que l'on faisait. Aujourd'hui, on leur demande et on fait le contraire. C'est ça, l'avancée des mentalités et des réalités. Et donc, l'idée était, qu'est-ce que ça voulait dire être rattaché à la France? Sous-entendu, qu'est-ce que ça voulait dire être français? Rien. Pourquoi? Eh bien, parce que nous raisonnons avec nos connaissances, nos souvenirs, nos sensibilités d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si nous nous interrogeons sur l'idée de nationalité, c'est en nous disant « ben oui, mais avec l'Europe, ça ne veut plus dire grand-chose ». Mais si on raisonne 50 ans en arrière et un peu plus avant, la nationalité ne veut rien dire. La frontière ne veut rien dire. Le nationalisme est né du XIXe siècle, de l'école, qu'elle soit confessionnelle ou qu'elle soit, c'est le cas de dire, Notre-Dame, l'école laïque, qui était une institution avec son évangile et ses grands prêtres, exactement comme l'autre, mais avec un message différent, bien sûr, ça ne voulait rien dire. Le nationalisme est né de là. On a voulu forcer le trait, on a voulu donner la conscience d'appartenir à un ensemble national qui jusqu'alors n'existait pas. Pourquoi? Eh bien, si on reprend les cartes anciennes, on verra qu'il n'y a pas une ligne continue. Quand bien même serait-elle continue de Dunkerque à Nord chez moi, continue comme ça, en zigzag. Mais ce que l'on avait quand on bougeait la frontière, c'était des citadelles. On avait par exemple Courtrai, qui est une très vieille ville de France, comme Tournai, comme Philippeville. Et on avait des citadelles comme Aire-sur-la-Lys qui n'étaient pas françaises, tout en étant à l'intérieur des terres françaises d'aujourd'hui. L'appartenance était l'appartenance à un seigneur. On était du comté d'Eu, du duché d'Eu, duché c'est plus rare chez nous, de la seigneurie d'un tel ou d'un autre. Mais ça ne signifiait rien de très particulier parce que ces seigneurs avaient une fidélité dynastique à géométrie variable. Le comte de Hainaut était tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, tantôt avec l'empereur du côté du Saint-Empire romain germanique, tantôt avec le roi de France. C'est comme les ménages à trois, ça se termine souvent à coup de fusil. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne parle pas d'expérience, encore que je sois souvent absent de chez moi, donc je ne puisse pas être catégorique à 100%. Il y a donc ici des notions très contemporaines qui faussent un peu l'analyse que nous avons. Être français ne voulait pas dire grand-chose, mais si on se retranspose à l'échelle d'aujourd'hui, mais ça signifie toute une série d'éléments très particuliers. Le premier élément auquel la population réagissait et négativement, c'est que la France avait très mauvaise réputation. La première mauvaise réputation des Français, c'était de cultiver les impôts. Tout le monde sait aujourd'hui que ça n'est pas vrai. D'avoir un budget national en déficit chronique. Tout le monde sait aujourd'hui que ça n'est plus le cas. Il n'est pas en déficit chronique, c'est le Titanic. Il n'y a pas d'orchestre, c'est la seule différence. Et donc, on avait ces aspects-là. Deuxième élément, alors qu'on ne pardonnait pas, et où le dire mieux que dans cet édifice, les Français étaient trop tolérants vis-à-vis des protestants. C'était l'édit de Nantes. Il sera résilié quelque temps plus tard, mais d'abord Louis XIV, pas par charité chrétienne, par calcul, pour se démarquer par rapport au roi d'Espagne, qui lui est crypto-catholique, va essayer de je vais dire en termes contemporains, de se mettre au centre-gauche, dont on sait très bien que le centre-gauche est au bout du couloir, à droite, pour entrer au gouvernement. Et donc, c'est un peu ce calcul-là. Faire ce que les autres ne font pas pour avoir une image de marque différente. Mais ça, la population, bien enrégimentée, c'est le cas de le dire à tous égards, par le clergé de base, qui est issu du territoire, ne l'accepte pas. Et donc, dans un premier temps, le roi de France va être considéré comme un usurpateur. Ajoutons qu'il n'a pas une attitude tout à fait morale
si tant est que ce mot veuille dire quelque chose, à la cour de Versailles. Mais on sait très bien que le roi a des maîtresses à répétition, des bâtards qu'on ne compte plus, et que donc son attitude est pour le moins sujette à caution au regard du dogme catholique proprement dit. Et puis, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire cette frontière alors que l'ensemble va bouger? L'île est rattachée en 1667, une partie des uns en 1659, l'autre partie en 1678, mais à ce moment-là, il reste encore une multitude d'enclaves un peu partout. La plus connue est celle de Gontreuil, parce qu'il y a quelques centaines d'hectares autour du château, qui sont terres des Pays-Bas maintenus, alors qu'ils sont à l'intérieur de la France. Il y en a de multiples. On cite des exemples de maisons à travers lesquelles passe la frontière. On retrouvait cela au bout du Val-Joli, du côté de Touvent, ou bien entre Belgique et Luxembourg, du côté de Martelange. Alors, c'est évidemment stratégiquement indéfendable. Fiscalement, ça peut être intéressant, sauf si on est le percepteur. Et c'est très symptomatique. On retrouve le même génie humain. Dans ces cas-là, vous avez la buvette qui est du côté extérieur et on revient pisser en France ou en Belgique. Ça coule de source, si j'ose dire. Parce que, tout simplement, la fiscalité n'est pas la même. Et bien entendu, ça joue énormément sur l'adaptation. C'est exactement le même phénomène qui a fait que les grandes surfaces allaient se mettre à la limite des grandes communes, mais du côté des petits villages, avant qu'il y ait une péréquation de taxes professionnelles, parce qu'on payait beaucoup moins. Et que le supermarché de Maubeuge, il était à l'Ouvral, etc., etc. On peut multiplier les exemples. Les petits faits comme ça sont observés et on s'y adapte parce que, bien évidemment, il y a des enjeux ou stratégiques ou économiques ou un ensemble de tout cela. Alors, c'est un premier élément, effectivement, qui gêne et qui fait s'adapter les mentalités et les réalités. L'autre élément qui va immédiatement susciter des levées de boucliers, c'est que les troupes françaises vont occuper le territoire. Alors, évidemment, une troupe qui bivouaque, elle ne vit pas que de l'air du temps. Et si on parle de religion, ils ont une façon à eux très particulière d'être dans la position du missionnaire. Pour le dire de manière très cléricale, sans défrayer la chronique de ce point de vue. Il y a donc des bâtardises, il y a des cohabitations difficiles, et par exemple dans la ville d'Avesnes, on va installer des escaliers extérieurs en bois pour que les soldats qui sont logés de force aillent aux étages sans passer par le rez-de-chaussée. Ce sont des petits faits qui vont marquer quand on regarde les vieilles façades ou les vieilles gravures, on retrouve encore ces dispositifs-là qui montrent que effectivement, ça n'était pas très confortable, quelle que soit la période. Une occupation militaire conduit effectivement au même problème, même s'il n'y a pas d'aspect linguistique qui joue. Alors, il y a d'autre part une très ancienne hostilité envers la France, parce que tous les champs de bataille, ou presque, se sont trouvés dans la région. Et d'ailleurs, Malplaquet est la dernière d'une longue série. Il y en aura quelques autres, mais plus rares, un peu plus lointaines, puis finalement, définitivement plus lointaines. Mais nous sommes dans la grande traversée d'entre Sambre et Meuse, et c'est la porte de la Rhénanie vers la côte. Pas de relief véritablement naturel, et donc la multiplication des citadelles s'explique par là. Et cette vocation d'être une terre de passage fait de nous une terre de pillage. Alors bien évidemment, comme ce sont les Français le plus souvent qui ont pillé, ils ne sont pas les bienvenus. Si j'emprunte à une autre église pour signifier exactement la mentalité, je le ferai avec celle de Ramouzy, un petit village charmant, pas loin du Val-Joli et de Liessy. Et dans cette église, j'emmène assez souvent les groupes parce qu'elle n'est pas ouverte en temps normal. Et il y a dans le mur une pierre tombale. Alors, l'avantage qu'elle soit dans le mur, c'est que comme on n'a pas marché dessus pendant des siècles, elle est encore lisible. Elle est de 1590. Et elle dit « Ici repose Jacques Louis, clerc de cette paroisse, oxy misérablement par l'ennemi français. » Franchois, exactement. Ça campe les mentalités. La France, ce sont les destructions. Alors, rassurons-nous,
Quand on va à la Capelle, et j'en viens directement, vous avez le même dans ce qui était l'église locale. Il y avait des victimes de part et d'autre, et chacun en imputait la responsabilité aux voisins. On a plus ou moins la même langue. Ça, c'est pas un obstacle marquant, surtout si on se souvient qu'on est à proximité de la Belgique, ou par la suite, ça posera d'autres problèmes. Mais de toute façon, le problème linguistique ne se pose guère, parce que l'on vit et l'on meurt au village. J'en veux une preuve. On va emprunter au monde des impôts parce qu'il est très riche d'imagination. Il y a dans la fiscalité de l'époque un impôt sur le fort mariage. F-O-R-M-A-I-R-I-A-G-E. Fort, c'est foris en latin, dehors, foreign en anglais, l'étranger. Et ça veut dire que quand on se marie à l'extérieur de la commune, il faut payer un impôt à la commune où on va chercher son cheptel. C'est une manière comme une autre de faire marcher la planche qui n'est pas encore la planche à billets puisqu'il n'y a que des pièces, mais faire rentrer de l'argent. C'était aberrant d'aller se marier à l'extérieur. Les coups de foudre et autres, tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est bon pour l'abbé Prévost, Manon Lescaut et tout ce que l'on voudra, mais c'était simplement des mariages utilitaires. On marie deux forces de main-d'œuvre, deux lopins de terre, et on ne va pas chercher plus loin. Et donc, quand ça se fait à l'extérieur, eh bien, puisque c'est une transaction matérielle, on y met une taxation matérielle. Donc, dès que l'on a une puissance étrangère comme la France qui arrive, elle apporte d'autres lois, d'autres impôts qui ne sont peut-être pas plus lourds, mais comme ils sont différents, on se méfie. Et puis, il y a cette tolérance vis-à-vis de la religion, et il y a toute une série d'éléments qui vont être bouleversés par l'arrivée de ce nouveau pouvoir. Les nobles vont s'en accommoder, parce que les nobles, eux aussi, sont relativement fixés au territoire. Alors, il va y avoir une période de transition où il sera admis par le roi de France, fort habilement, que les nobles gardent la fidélité envers le roi d'Espagne et que si conflit il y a entre la France et l'Espagne, ce qui ne saurait tarder, et de fait, ça reviendra plusieurs fois dans le futur, eh bien, les souverains locaux sont dispensés de fidélité à l'un comme à l'autre, ne prennent pas les armes. C'est un élément important puisqu'ils ont juré fidélité à leur premier souverain et donc ils ne vont pas devoir se parjurer. C'est une clause qui est en soi très très parlante. Ensuite, il y a toute une période de flou. On ne peut pas dire aux gens « reportez-vous au texte », personne ne sait lire, très peu savent écrire. Donc, c'est du pragmatisme. Ce sont les prêtres, souvent, qui aident à interpréter, parce qu'ils sont un peu le secrétaire de mairie, le greffier de mairie, comme l'on disait à l'époque, et on ne parlait même pas de mairie, mais d'une administration locale très rudimentaire. Et puis, eh bien, l'usage va progressivement s'adapter. Ça va être relativement long. Et c'est véritablement la Révolution française qui va achever l'unification de tout cela. Mais si l'on reprend, les monnaies ne sont pas les mêmes d'une localité à l'autre, ou quand elles sont les mêmes, elles n'ont pas la même valeur. On retrouve des liards, des patards, des sous, etc. On retrouve même à quelques centaines de mètres d'ici des pistoles, puisque l'on est en Pays-Bas espagnol, et cette pistole, elle désigne le kilo de vivres qui sont essentiels pour la survie de la population, qui sont la base de la nourriture, le pain. C'est la raison pour laquelle, quand vous voulez acheter un petit pain en Belgique, vous dites un pistolet. C'était le pain d'une pistole. Mais bien évidemment, nous allons nous voir arriver des louis, ça, on les verra, nos ancêtres ne les verront pas arriver, hein, avec les puissants, mais des monnaies en sous et autres auxquelles il va falloir s'adapter. De même, et là c'est encore plus important, les unités de mesure et de décompte. Si l'on regarde les documents anciens, on va retrouver beaucoup de mentions de mancodé. C'est ce qu'un homme fait en une journée de travail. Mais ça n'a pas la même journée, elle n'a pas la même durée probablement, d'un endroit à l'autre. Les arpents n'ont pas la même signification, n'ont pas la même valeur. Et donc il faudra une unification qui ne se fera qu'à la Révolution française.
Dans un premier temps, on garde les maisons anciennes avec les nouvelles. Ça me rappelle un pays très arriéré dans lequel, avant l'euro, on compte encore en anciens francs. Je ne sais pas si ça vous évoque des souvenirs, mais bon, il y a comme ça des habitudes qui sont tenaces parce que elles sont notre vie au jour le jour, tout simplement. Hein. Alors voilà un certain nombre d'aspects qui sont marquants et qui vont le rester. Il y a encore d'autres aspects particuliers, c'est que les infrastructures n'existent guère. Nous arrivons au village, nous y restons. On ne sort pratiquement pas des limites de sa commune. Et quand il faudra le faire, ce sera sous la pression des événements. Alors on va progressivement obliger à empirer les routes. Oh, c'est pas pour que nos ancêtres marchent à pied sec, non. C'est pour que l'artillerie puisse acheminer ses canons. Et dit à mal plaqué, ça prend une sonorité tout à fait autre, bien évidemment. Mais ça va mettre très longtemps à se réaliser. Et nos réseaux routiers vont devoir évoluer. Parce que, effectivement, nous avions des routes qui desservaient les villages. Nous allons avoir des routes qui vont aller à l'essentiel et qui vont être neuves, donc empierrées. Si vous voulez prendre un exemple, vous regardez vers Bavet, ou vous regardez entre Maroilles et Avesnes. C'est rectiligne. Souriez quand vous conduisez, vous êtes filmé. Parce que c'est très rentable. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? L'ancienne route, elle passait le long, par exemple, du château du Gémont. Elle passait d'un village à l'autre. Mais là, on va au plus court et on empierre pour avoir le chemin parce qu'au bout, il y a la citadelle. Et à l'autre bout aussi, il y avait Landrecy et il y a Avesnes. Et le génie militaire se rend compte que là, maintenant, il est en frontière. Mais d'une frontière qu'il faut défendre et plus attaquer puisqu'on est en terre française. Et donc, on va fortifier et donner des équipements qui vont permettre d'acheminer très vite les troupes. Dans la même mouvance d'idées, nous avons effectivement des hiérarchies qui changent dans les citadelles. La plupart restent. Landrecy, qui était déjà sacrément abîmé, sera encore une paire de fois abîmé, jusque d'ailleurs à l'époque récente, pas le fait du hasard si cette commune porte la Légion d'honneur, et elle l'a mérité, elle. C'est une conséquence des 23 destructions qui ont marqué son existence. Et d'autres localités vont évoluer un peu de la même manière. Alors Landrecy va sombrer un peu dans la hiérarchie militaire. La forte citadelle, ça va rester le Quesnoy. Ce sera Avesnes. Et puis là, il va y avoir un changement. Au nord, sur des terres plus nouvellement acquises, 1678, va se poser la question d'un choix. Alors, Louis XIV fait venir dans la contrée quelqu'un dont le nom est tout un programme, Vauban, pour faire le Pré-Carré. Et Louis XIV vient repérer les lieux. La grande citadelle au nord de Maubeuge, c'était Éclèbes. Éclèbes a souffert des conflits, il faut donc reconstruire. Louis XIV vient sur place, se rend compte de ce que ça peut représenter comme importance, loge chez le seigneur, et le soir venu, voilà que le roi demande la chaise percée. Ah oui, on a beau être roi, on n'en est pas moins homme. Alors, en hâte, on rebricole un vieux fauteuil qui était plus ou moins branlant, et le roi s'y installe et se casse la figure. Alors, comme on disait sous la Troisième République, le cabinet est tombé, on ne peut plus rien faire. Et il est un peu vexé, peut-être aussi que ça lui a fait mal, et pas seulement au figuré, et il décidera finalement que c'est Maubeuge qui sera la citadelle. Maubeuge qui n'avait pas cette importance stratégique avant, et qui va la garder jusque à son corps défendant en 1914, avec Fournier, grâce à qui, Joffre le reconnaîtra, on n'a pas perdu, et même franchement gagné, la bataille de la Marne, parce que Maubeuge a tenu 3 jours de plus que la logique ne l'aurait voulu, et que Maubeuge, c'était le point de départ de la voie ferrée vers Paris. Et au bout, il y a les taxis de la Marne. C'est donc du rudimentaire par rapport à de l'industriel. Donc voilà quelques éléments qui ont leur origine dans cette époque. Et d'autres hiérarchies de villes vont changer un peu partout le long de cette frontière qui est très biscornue. Regardons la taille et la structure de notre département pour nous en persuader. Ça n'a guère changé. On va voir par exemple une ville
une citadelle très importante, un titre de noblesse dans toutes les grandes familles européennes, Lannoy. Lannoy qui est tout près de Roubaix, on n'en voit plus le tracé aujourd'hui, tout est dans un tissu urbain continu. Mais Lannoy va disparaître et ce sont d'autres cités qui vont devenir importantes, Lille en particulier. De la même manière, en ce qui concerne Trélon et Fourmies, ça va se doubler d'un essor industriel qui s'offre à lui non pas sur la citadelle, mais sur l'endroit où il y a très facilement de la main-d'œuvre, mais ça on peut l'attirer, de l'eau en permanence, une certaine humidité, et puis éventuellement du combustible. Le plus souvent, c'est le bois et parfois le sable pour les verreries. Et donc, on va développer en fonction de tout cela. Ça n'est plus la logique de la frontière, c'est la logique de l'économie qu'on n'appellerait pas moderne, mais qui est évidemment dictée par cette nouvelle frontière. Alors, ces villes anciennes qui apparaissent ou disparaissent, le plus bel exemple, c'est Trélon et Fourmies, fort évidemment, mais vous pourriez en multiplier les exemples un peu partout. Il ne manque pas, et on pourrait, sans trop se tromper, mais avec quelques nuances, mettre Bavay dans cette liste. Le Quesnoy, à l'évidence, par rapport à Valenciennes, ou par rapport à d'autres cités des environs, avec en plus le phénomène du charbon, qui va très vite accélérer au XVIIIe siècle ses évolutions et ses écarts. Jusque-là, donc, une économie à l'échelle très locale, à l'échelle banale. Et ce mot n'est pas fait du hasard. C'est à l'échelle du banc. Le banc, c'est l'unité de mesure. C'est une lieue autour d'un point, c'est-à-dire 4 kilomètres, 1 heure de marche pour un homme moyennement doté de capacité de se mouvoir. Cette lieue d'un banc, c'est la banlieue. Et les équipements qui sont faits à cette échelle-là, par et pour le seigneur, on l'utilise obligatoirement et on paye un droit, le droit banal. C'est le four, c'est le moulin, c'est la scierie, etc., qui vont être le point de départ ou l'entretien d'une économie. Entre le seigneur et la population, il y a parfois l'abbaye. Parce qu'il y a parmi les moines un certain nombre de lettrés et de scientifiques capables de construire, de faire tourner, de réparer un moulin. Et puis les abbayes ont besoin d'argent, d'autant plus que à l'époque dont nous parlons, elle commence à amorcer un assez profond déclin qui va se durer jusqu'à la Révolution en termes d'effectifs, en termes de rayonnement intellectuel. C'est l'époque où on mène grasse vie dans les abbayes, c'est l'époque où les moines sont célibataires de père en fils, ce qui, au regard du dogme et de la vie monastique, est tout de même une interprétation un peu aventureuse des choses. C'est l'époque où les postes de décision sont trustés par les rejetons cadets de familles nobiliaires. Et cela va durer encore un temps, parce que comme ils sont là à vie, le premier évêque français au sens hexagonal de Cambrai, ce sera celui qui est le plus connu. Oui, Fénelon, qui vient, lui, alors de l'intérieur du pays, mais jusqu'alors, le précédent, c'est un de Croÿ. Une famille qui n'est pas besoin de présenter, elle rayonne un peu partout, même si ses racines sont picardes au départ. Mais enfin, elle est un peu partout dans les Pays-Bas et l'Empire. Il y a d'ailleurs les célèbres monographies viennent de Dulmen. C'est pas un nom breton ou provençal, hein. Effectivement, on est en Tchéquie, là. Donc c'est l'Europe centrale. Et voilà donc quelques éléments qui redistribuent les cartes. Donc si la population avait été questionnée pour savoir de quelle nationalité elle se sentait, elle aurait été en peine de répondre. Mais tous ces éléments-là de vie l'auraient amené à dire tout, sauf à dire française. On est du Hainaut. D'ailleurs, quand on prend les récits anciens, on parle des Wallons, on parle des Hainuyers, le mot est assez rarement employé, mais il existe, on parle des Flamands, etc., etc., et on ne parle pas de ceux qui deviendront par la suite des ennemis héréditaires, mais ce sera un petit peu plus tard, au XIXe siècle, des Allemands. Les Allemands, ça n'existe pas. Ce sera en 1871, et à la Galerie des Glaces. On va parler des Prussiens, on va parler des Bavarois, du Württemberg, du Pays de Bade. Ces trois-là, d'ailleurs, sont les alliés traditionnels de la France.
parce qu'ils sont catholiques. La Prusse, c'est le bastion protestant. Luther, c'est effectivement la Prusse. Et donc, Prusse, Saxe, etc. Le nord et assez loin à l'est de l'Allemagne, c'est effectivement les nations protestantes, et ce sera une ligne de clivage pendant très longtemps. Ça joue peu pour la population parce qu'il n'y a pas de tentative de prosélytisme. La population est massivement catholique, elle le reste. Il est vrai qu'il y a peu de protestants et que d'ailleurs le peu qui était là, nous leur avons charitablement fait comprendre qu'il serait mieux ailleurs, parfois à titre posthume. C'est l'épisode de José de Forêt qui s'en va aux États-Unis finalement, mais beaucoup suivent le même chemin, passent la frontière de nuit, se retrouvent dans ce qu'on appelle la Hollande, c'est une notion floue, qui est plus large que la province du même nom aujourd'hui, et de là vont essentiellement, pour la moitié à peu près, vers la Prusse. Berlin et Potsdam sont créés par les protestants français. La cathédrale de Berlin est française. Et la langue s'impose pendant très longtemps. Après tout, Frédéric II fait venir Voltaire, à sans souci. C'est pas un nom très allemand non plus. Et donc, vous avez cette évolution-là, ce cadre de vie, de réflexion, du quotidien et même de l'au-delà, qui reste fidèle aux apparentements de jadis. Les familles évoluent très peu. Il y a très peu de mariages nobiliaires de part et d'autre dans un premier temps. Ça n'arrivera que longtemps après. Et finalement, ce qui fera le plus bouger, mais ce sera un tout petit peu plus tard, ce sera l'empirement des routes dont j'ai déjà parlé, mais qui va mettre longtemps à se concrétiser, et le chemin de fer surtout, à partir de 1850-45. Mais avant, tout cela reste extrêmement conservateur et fixe géographiquement et dans les mentalités. Alors, reste aussi un certain nombre d'aspects qui jouent dans l'habitude des uns et des autres, sur le vécu, sur les transactions au quotidien, etc. D'abord, il y a toute une période où on ne sait plus qui est quoi. Le plus flagrant, ça va durer une vingtaine d'années, mais ça se perpétuera bien au-delà, c'est avec la forêt de Mormal. Les textes parlent des citadelles, alors on sait que le Quesnoy, on sait qu'Avesnes, on sait que Landrecies, mais ce qui est entre les deux, d'abord, c'est presque pas habité. Ensuite, parmi les créatures diaboliques que craignent nos ancêtres, il y a le sanglier. Ne l'oublions pas. C'est pas le hasard si on le retrouve sur tant d'héraldisme, sur tant de blasons, de familles nobiliaires et de communes surtout. C'est d'ailleurs le symbole aussi de l'abbaye de Liessy. Parce que grande propriétaire de forêt, parce que c'est une source de matières premières, mais que le sanglier fait peur. Autant le cerf, la biche, etc., vous les retrouvez pour Saint-Aldegonde et un peu partout dans toutes les légendes chrétiennes. Autant le sanglier, lui, il fout les jetons. Et là, on retrouve plutôt les chevaliers, l'autre aspect des légendes de cette époque. Et donc, on a ainsi toute une série de traits communs qui vont se retrouver des uns aux autres. Bien évidemment, d'autres aspects vont encore se perpétuer. D'abord, avant la Révolution, peu de choses vont changer. Il y aura un certain statu quo territorial. Le roi va habilement essayer de se faire mettre bien en cour, si j'ose risquer cette expression. Louis XIV va faire quelques incursions dans la région. La plus célèbre est celle qui l'amène au château du prince abbé à Maroilles. Alors, elle est restée célèbre parce que les moines qui ne sont pas fous ont voulu effectivement flatter le visiteur célèbre qui leur rend les honneurs. Et pour l'occasion, ils ont élaboré, non pas en son hommage à lui, mais en hommage à son successeur, son petit-fils, un fromage en forme de dauphin, un maroilles avec de l'estragon et en forme de poisson. Il existe toujours. C'est pas, à mon avis, le meilleur des maroilles, mais c'est une anecdote intéressante pour l'histoire.
Reste que le calcul ne va pas être payé de retour parce que le fils du roi était déjà mort, le petit-fils va mourir aussi avant le grand-père et c'est finalement l'arrière-petit-fils qui héritera, mais après une période de régence. Mais le calcul est très symptomatique. Et quand le roi vient à l'abbaye, évidemment, il est logé par l'abbé lui-même et dans les appartements les plus somptueux à l'égard de son rang. Et pour se rendre bien en cour, l'expression me revient encore une fois, eh ben, Louis XIV ne vient pas les mains vides. Il va offrir, par exemple, à Gussigny un ostensoir en or et en argent. Même chose à Liessy, même chose à Maroilles, un peu partout. Alors, c'est des trucs qu'il aura piqués 50 km plus loin, hein, en toute charité chrétienne, bien évidemment, mais qui sont donnés aux paroisses, parce qu'à travers les paroisses, c'est l'autorité légitime, et c'est son autorité à lui qu'il conforte. Ces souvenirs vont parfois nous rester, parce que quand ils ont été habilement conservés dans des coffres ou autres, on les a toujours. Gussigny ne le sort qu'aux grandes occasions, mais quand on a eu l'occasion une fois de faire visiter le château dans une opération à Réhistoire, le maire de l'époque avait fait sortir l'ostensoir et ne le montrait que moyennant patte blanche par petits groupes dans une salle à part. Et le soir, il retournait à la banque pour éviter de se retrouver le surlendemain de l'autre côté de l'Atlantique via les bases de Casto. Hein, ça n'aurait pas été le premier. Donc, voilà un certain nombre d'aspects tout à fait particuliers et qui vont évidemment se retrouver dans la petite histoire. C'est aussi tous les litiges autour de la propriété des troncs d'arbres sur la forêt de Mormal. Parce que, bien entendu, c'est important pour la navigation, pour les crosses de fusil, accessoirement pour la construction, et notamment pour les bâtiments les plus importants. Donc le pouvoir central est partie prenante. D'autant plus que ce pouvoir central, c'est Vauban et ses lieutenants. Et donc c'est un vaste chantier dans toute la région, ce qui va d'ailleurs contribuer à mettre la France dans de bonnes relations avec la population, parce qu'elle offre de la main-d'œuvre, elle offre de la sécurité, et on voit que ça bouge. Cela va donc inciter effectivement à se tourner vers la nouvelle puissance. Mais ce n'est pas les seuls travaux importants. Imaginons-nous la carte. Où coulent nos rivières? Nos ports traditionnels, c'est Anvers. Et c'était Bruges, qui à l'époque était encore un port. Aujourd'hui, eh bien, c'est une terre étrangère. Et donc, il faut nous orienter vers Dunkerque. Oui, mais on ne détourne pas une rivière comme on peut détourner une jeune fille. Enfin, je parle de souvenirs, pas de rivière. Et donc, il faut évidemment des travaux considérables de canalisation, d'écluses, etc., etc. Ça va être un vaste chantier, avec cet objectif majeur de Dunkerque qui va être arraché entre les Français et les Anglais. C'est la seule ville, à ma connaissance, qui a changé 3 fois de nationalité sur le même jour. Et qui va être complètement équipée. À l'origine, c'est tout petit, hein. C'est une église dans la dune, mot pour mot en flamand. Mais après, ça va devenir un grand port, et ça va devenir un port gigantesque aujourd'hui, où on a effectivement des aménagements tout à fait considérables. Donc, réorientation des ports au détriment de Bruges, et même au détriment de Bergue. Mais là, c'est pas pour des raisons de stratégie, c'est parce qu'il y a l'ensablement. Et donc, on va orienter par des canaux vers des ports dont le devenir est mieux garanti par les courants marins, etc. C'est aussi, donc la hiérarchie des villes, j'en ai parlé, mais l'administration. Ah, l'administration. On va amener les intendants. C'est les ancêtres, disons, des sous-préfets. L'intendant est au civil, ce que le gouverneur est au militaire. Et avec eux, il y aura les prévôts. Alors les prévôts, c'est la justice et les impôts. Et les litiges du quotidien, le prud'homal pourrait-on dire, ou la justice de paix. Plutôt la justice de paix, prud'homal c'est plutôt le monde du travail. Il n'y a pas de changement de langue, mais il y a quand même des changements de patois. Et progressivement, ça va s'adapter.
Mais ce sera plus long, mais ça pose pas trop de problèmes, encore une fois, parce que nous avons plus à regarder du côté wallon ou du côté picard, qui ne sont pas très loin, et il n'y a pas de relief dissuasif. Et puis, ce sont quand même des langues très, très basiques, et donc il n'y a guère de problème. Il est plus facile de s'exprimer avec le patois de notre époque, si on le retrouvait sur les écrits, et encore en le prononçant, plus facile de se faire comprendre comme cela de quelqu'un de Bruxelles ou d'Amiens que d'expliquer à un Parisien ce qu'est une oissingue. Évidemment, un champ sémantique complètement différent, et je ne prends que cet exemple-là, mais on pourrait évidemment les multiplier. Alors, autre aspect qui va jouer pour façonner la population, et qui au départ ne jouait pas, mais qui va se ressentir à mal plaqué, on va introduire un service militaire obligatoire. Jusque-là, on a des milices. Alors, soit il y a des volontaires, généralement sur arrière-fond d'héritage, le cadet à la petite terre et les puinés ont la porte, ou bien pour des raisons de conflits familiaux, etc., on va s'engager dans les troupes du roi. Ou bien, il y a des sergents recruteurs qui hantent les tavernes, on les surnommait d'ailleurs l'homme des tavernes, précisément pour cela, qui saoulaient les jeunes et leur faisaient, entre guillemets, signer un engagement. Je dis entre guillemets signer parce que comme ils ne savaient pas écrire, on pouvait dire et faire n'importe quoi, tu reconnais ton écriture, ben, surtout avec la gueule de bois le lendemain matin. Puis il les collait dans la voiture et ils partaient. Et donc, quand ils se réveillaient, ils étaient déjà assez loin, il n'y avait plus qu'à continuer. C'est aussi un certain nombre d'habitudes nouvelles qui vont arriver. Nous sommes en terre de Hainaut. Nous n'avons pas d'impôt sur le sel. Mais nos voisins en ont. Et nous allons voir se développer une profession. J'ai une pierre tombale, malheureusement plus très lisible, qui en fait foi dans le cœur de l'église de Trélon. Elle n'est plus très visible parce qu'elle n'est pas sur le mur comme celle dont je parlais tout à l'heure, elle est par terre et donc elle a été usée avec le temps. Mais on parle de la profession de faux-saunier. S-A-U-L-N-I-E-R, c'est un très joli mot. Ça voulait dire qu'en fait, il ne fabriquait pas du sel artificiel, il allait chercher le sel hors franchise et il passait de l'autre côté pour le vendre en prenant une marge d'intermédiation, comme l'on dit pudiquement. Et comme ça, les autres avaient du sel moins cher. Et évidemment, le Trésor public y perdait. Le Trésor public qui voyait dans le sel une recette assurée, parce que le sel, c'est l'ancêtre du réfrigérateur pour conserver. Remarquez d'ailleurs le génie qui peut être celui du Trésor public, de l'administration des impôts, puisque c'est à ma connaissance la seule structure ou le seul individu que je connaisse et qui soit capable de se sucrer avec du sel. Nous avons aussi d'autres éléments qui vont jouer sur la vie au jour le jour, et ça va être la multiplication des chinoiseries autour des enclaves. J'en ai parlé brièvement au début de mon propos. C'est effectivement quelque chose qui va se développer au fur et à mesure parce que c'est un casse-tête. Une pièce est dans tel pays, une dans l'autre. Tout le monde y perd. Les braves gens sont cocus et les escrocs font fortune. C'est toujours comme ça à travers le temps. Et donc, on a tout intérêt à résorber, mais on comptera 3 traités différents qui vont se négocier pendant des dizaines d'années et qui vont avoir pour effet de supprimer 2 à 3 000 enclaves de rien du tout. Parce que, bon, bien, pour la vie commerciale, pour la circulation, etc., ça devient insurmontable. Je ne parle même pas de stratégie, puisqu'on n'en est pas à épier ce que va faire le voisin, alors qu'on se voit comme ça par des frontières naturelles tout à fait franchissables. Mais donc, c'est un autre élément qui va jouer également. Et puis, l'habitude. Finalement, il n'y a pas de complexe de nationalité. Alors, au roi de France, on va se faire finalement assez bien, parce qu'il aura été assez habile et que l'arrivée de la France va signifier que la région va s'équiper.
On aimerait pouvoir le répéter à nouveau pour la Nationale 2. Hein. On en parle depuis quand même 50 ans. Ça avance lentement, mais enfin, ça avance. Bon, mais c'était un besoin. Parce que là, du coup, on est en frontière, effectivement, avec une puissance tiers qui est l'Empire. Avant, on est un peu partagé selon les endroits. Mais là, ça devient plus linéaire. Et il va y avoir une mentalité progressivement, une solidarité de fait entre les uns et les autres, qui va amener à ce qu'au moment de la bataille de Malplaquet, tout le monde se sent dans le camp français sans se poser de questions. Or, il n'y a qu'un demi-siècle, tout au plus, que la frontière a bougé. Ce qui, au regard de 2 générations, c'est rien. Au regard de l'histoire. Mais à ce moment-là, il n'y a aucun exemple à ma connaissance, mais je suis preneur éventuellement de témoignages qui amèneraient à nuancer cela, aucun exemple de refus de servir le roi de France. Alors que, au tout début, on disait « mais c'est un goujat, il a des maîtresses à ne pas savoir qu'en faire, etc. » Et il y avait très authentiquement des sursauts moralisateurs. Là, pas du tout. Ça ne pose plus ce genre de problème. Et donc, d'une certaine manière, si Malplaquet n'a pas façonné la nationalité, il a été le banc d'essai pour la constater. Alors, on ne parlera pas de nationalité française. On se sent terre du Hainaut, et le Hainaut est dans le royaume de France. C'est ainsi. Le lien direct de dire on est français d'abord ne viendra qu'après. Et il n'y a pas que le chemin de fer qui arrivera un peu plus tard encore. Ce qui va d'abord forger la nationalité, c'est les guerres révolutionnaires et c'est Napoléon. D'abord parce que dans l'histoire militaire, c'est comme pour les matchs de foot, hein, il y en a un soir. Quand on gagne, on est tous français. Quand on perd, ils ont mal joué. Il y a ce phénomène de distanciation et on s'identifie. Et puis, là, on va retrouver quelques batailles tout près de nous. Waterloo n'est pas très loin. Mais il y en a beaucoup tout près et que nous avons gagné. Ligny, etc., etc. Et donc tout cela va créer un sentiment d'appartenance avec un phénomène d'ascension sociale. Napoléon, c'est chacun a sa giberne de maréchal, a son bâton de maréchal dans sa giberne. Et c'est vrai, la plupart de ces maréchaux d'Empire sont des gens du peuple. C'est le cas de Bernadotte, dont les descendants sont toujours sur le trône de Suède. C'est le cas de la plupart des grandes familles nobiliaires napoléoniennes, que Napoléon d'ailleurs incitera, ces généraux qu'il a anoblis, il les incitera à épouser des filles de l'ancienne noblesse pour pouvoir fusionner les 2 conceptions d'une monarchie qui ne devrait pas s'opposer face à d'autres adversaires, extérieurs d'abord, puis à l'intérieur du pays, puis finalement, tout ça partira à volo avec l'uniformisation de la mentalité et de la réalité républicaine. Mais donc, voilà également quelques éléments. Donc, vous voyez, Malplaquet n'est pas simplement un lieu, n'est pas simplement une bataille, c'est un repère dans l'histoire. Pour nous, c'est toujours bien de voir le temps à l'ombre de son clocher. L'ombre aujourd'hui, d'ailleurs, mais c'est un élément intéressant. Comment nos ancêtres ont-ils pu vivre cela, traverser cette époque, vivre ces épreuves? Ce sont des éléments tout à fait intéressants et qui permettent de constater que, finalement, l'histoire évolue beaucoup plus simplistement, si je peux risquer cet adverbe un peu bizarre, que nous ne le croyons. Puis, il y a des pesanteurs, hein. Et pour terminer en évoquant, à partir de l'endroit où nous sommes et d'où je m'adresse à vous, l'évolution la plus lente, ça va être celle de l'Église. Il va falloir attendre, c'est-à-dire comme à la télé, il faudra attendre 1904 pour que les limites de l'archevêché de Tournai soient revues, et celles de Cambrai, et que Solre-le-Château, qui relevait de Tournai, passe à Cambrai, ce qui est logique. Il y a quand même un siècle et demi, ou pas tout à fait, mais presque, qu'ils sont français, mais les subdivisions ecclésiastiques n'avaient pas suivi. Et il a fallu un bon moment, d'autant plus qu'entre-temps, il y a eu l'essor industriel, et que des endroits qui étaient très peuplés sont devenus très déserts, alors que d'autres qui étaient énormément peuplés depuis ont un évêque ou un
une subdivision d'évêchés pour plusieurs millions de personnes. Donc on va recalquer la carte et à ce moment-là, on aura une certaine homogénéité. On va constater qu'au bout de Malplaquet, ça n'est plus la France. Donc que Malplaquet, c'est la France. Ça n'est pas un problème dramatique, loin de là, puisque entre nos voisins et nous, il n'y aura pas de conflit et qu'il y aura même beaucoup de similitudes de parentèle, etc., de cousinage, de mariage croisé, mais c'est une évolution qui, alors là, a été beaucoup plus lente. Et c'est une évolution qui ne s'est pas accompagnée de simplification comme on aurait pu et peut-être dû le faire. Changer une plaque d'égout à Gagny-Chaussée, si elle est au milieu de la route, nécessite de faire venir les deux ministres des Affaires étrangères et de conclure un traité international. Ce sont au moment où l'Europe se pique de frontières mondiales, eh bien on reste comme ça au ras des pâquerettes. C'est bien qu'il y ait les deux. Ça rappelle un petit peu. Et puis parfois, il y a une forme d'administration qui est un peu mieux à la base qu'au sommet. Les deux sont très complémentaires, plus que concurrents. Mais vous voyez, l'histoire est aussi une manière de relativiser la géographie. Merci. Vous avez sûrement des anecdotes ou des questions, n'hésitez pas. Sinon, vous trouverez aussi peut-être une réponse dans un certain nombre des ouvrages qui sont là. J'ai mis là ceux qui sont le plus en rapport avec le sujet traité. Les trois guerres, les trois ouvrages consacrés à la guerre, 14-18, avec le poilu sur la couverture, vous ne pouvez pas vous tromper. 39-45, disparu en zone interdite. Et puis, à travers les estaminets depuis le XVe siècle, la vie des villages, les conflits, etc., c'est au comptoir des autres. Un autre cheminement à travers l'histoire, les chemins de Compostelle, via Vézelay, où j'ai passé deux mois en résidence d'écrivain il y a maintenant 7 ans. Et donc, c'est effectivement Vézelay où on prêche depuis maintenant plus d'un siècle la paix universelle. Et l'amour entre les hommes, c'est quand même au bas de Vézelay qu'on a prêché la deuxième croisade, dont je n'ai pas souvenance qu'elle ait été une expédition humanitaire. Et puis enfin, le tout dernier, les chemins creux du quotidien, qui évoquent un peu les paradoxes du monde dans lequel nous vivons. J'ai parlé des frontières qui ont évolué, lentement mais évolué, mais ou mieux qu'ici le dire, il y a 60 ans, dans nos villages, si on ne voulait pas que le curé sache ce qu'on faisait, il fallait raser les murs. Aujourd'hui, pour en trouver un, il faut faire une battue. C'est donc plus du tout le même monde. Aujourd'hui, on se pique de vivre au village, mais on veut les services de la ville. Et la fiscalité du village, bien entendu. Aujourd'hui, on a le culte de la collectivité locale, mais on ne parle plus à ses voisins. On va par Internet au bout du monde. Mais au bout de la rue, j'ai près de chez moi, dans mon village, comme vous avez probablement dans les vôtres, une multiplication aujourd'hui de phénomènes un peu étranges. Il y a des clôtures, toutes nouvelles, autour, au bout du jardin. Donc vous avez la clôture, la rue, la clôture, le jardin, la maison. La porte d'entrée initiale est évidemment là, et c'est là qu'il y a la sonnette. Mais sur la clôture nouvelle, on n'en met pas. Donc vous avez une espèce de fort Chabrol qui est fermé à clé, où vous ne pouvez pas entrer, parce qu'en plus, entre le portail et la maison ancienne, il y a un molosse manifestement pas végétarien qui ne demande qu'à vous dire 2 mots, mais vous ne parlez pas forcément la même langue, et donc on se retrouve avec une multiplication d'îlots hermétiques. Et c'est plus... la vie n'est plus organisée, c'est le bordel parce que c'est des maisons closes juxtaposées. Si vous me permettez d'être littéraire. Peut-être pas dans le cadre idéal, mais enfin, bon. Quoique depuis Vatican II. Bon. Et on a des bouleversements complets dans la vie au quotidien. Et puis, des paradoxes. Effectivement, on se flatte que les frontières du monde aient beaucoup reculé, mais qu'est-ce que l'on retient des horizons où l'on va? Combien de gens vont passer 1 ou 2 semaines en République dominicaine, vous leur demandez quand ils reviennent comment c'est là-bas, ils ne savent pas parce qu'à part le restaurant, le comptoir de la buvette et la plage, ils n'ont rien vu. Paradoxe comme cela.
Et de même, on communique à l'autre bout de la planète, mais la petite grand-mère d'à côté, on ne sait même pas qu'elle est là. C'est un des problèmes pour les élus locaux, que cette gestion de l'aide à domicile, etc., d'autant plus que les familles sont éclatées, que l'emploi n'est pas forcément à proximité, que la cohabitation entre les générations appartient au passé, et c'est tant mieux, parce que c'était souvent beaucoup plus pénible qu'autre chose, mais ça a des contre-coups forcément négatifs, contre lesquels il faudrait essayer de prendre un certain nombre de mesures. On n'en prend pas toujours le chemin. Puis après, on vit aussi sur des apparences. On croit qu'il y a de l'animation parce qu'il y a la télé qui marche. Il y en a une par pièce, que personne n'écoute. Parfois, d'ailleurs, ça vaut mieux. Et puis, finalement, on vit sur de faux semblants. Je vous livre le dernier en date. On sort d'une crise du Covid, autour de laquelle on a dit puisqu'ils vont vivre enfermés chez eux, ça va faire comme la grande peur. Comme la grande panne électrique à New York, ça devait être en 1984 ou 74, je ne sais plus. Un an ou 2 ans après, on a vu qu'il y avait eu des flopées de naissances. Alors on a dit, ça va être la même chose. Eh bien, quand vous regardez aujourd'hui les statistiques, vous apercevez que non. Je l'ai résumé d'une phrase qui n'engage que moi, en disant que c'est pas parce qu'on gesticule moins qu'on testicule plus. Encore une fois, c'est peut-être pas le cadre idéal pour une expression comme celle-là, mais le monde d'aujourd'hui ne recule devant aucune audace, alors la stylistique non plus. Et vous m'en pardonnerez, le cas échéant. Oui ? Vous dites que le monde d'avant était mieux. Était différent. Est-ce que vous pensez qu'on a une chance que le monde d'après sera bien? Alors, premier élément, que le monde d'avant était mieux. Le monde d'il y a 40 ans, on avait 40 ans de moins. Et ça, c'est pas mal. C'est normal, c'est cet élément-là. Le deuxième aspect, très franchement, je me souviens qu'au tout début de mon mariage, quand on a dit qu'on voulait des enfants, on a dit « Mais vous n'avez pas peur qu'avec la crise économique, il n'y a rien qui va ?» Je dis justement, puisqu'il n'y a rien qui va aujourd'hui, ça ne peut pas être pire demain. On s'aperçoit que dans le pire, on a fait mieux. Mais on a fait des enfants quand même, nous. Ça n'empêche pas. C'est aussi des faux prétextes. Après, c'est tout le problème de l'économie, on est sûr que du passé et on ne va que vers l'avenir. Alors, je ne crois pas que le pessimisme n'est pas une philosophie de l'avant. Ça, c'est clair. L'avant, que vous l'écrirez A-V-E-N-T ou A-V-A-N-T. Mais c'est effectivement parfois le faux prétexte à des attitudes de repli. La France la plus malthusienne a été celle des années 1880, celle où on a, parce qu'il y avait eu des banques françaises qui avaient fait faillite, on a investi dans du solide. Les chemins de fer ottomans et les emprunts russes. On sait ce qu'il en a été. Et donc, avec le recul du temps, on s'est dit, mais non, la seule bonne solution, c'est l'or. Oui, mais le jour où l'or est volé, il n'y a plus rien. Après, on a dit, mais non, donc il faut placer en banque. Et puis, il y a eu 1929, etc., etc. Donc, il y a toujours des attitudes de diversification des risques. Non, franchement, je ne crois pas que demain sera pire qu'aujourd'hui. Au contraire, simplement, le vrai problème est de savoir si le progrès qui va se concrétiser ou qui est déjà en train de se concrétiser sera accessible à tous. Les progrès de la médecine, oui. Vivre en retraite, même diminuer physiquement chez soi, oui, mais à condition de pouvoir se le payer. Et avec le désengagement des pouvoirs publics, les collectivités qui croulent sous les charges, où va-t-on trouver l'argent? Le lien entre les générations s'est estompé. Je disais tout à l'heure qu'il n'y ait plus cohabitation des générations, c'est un bien. D'autant que l'histoire évolue très vite. On n'a plus les mêmes goûts d'une génération sur l'autre. Il y a 50 ans, le luxe, c'était de manger de la viande à tous les repas. Aujourd'hui, le luxe, c'est de manger végétarien. C'est pas un jugement de valeur, mais c'est pas la même cuisine. Et c'est pas non plus les mêmes besoins, selon qu'on est travailleur de force ou pas, qu'on a 25 ans, 50 ou 75. Donc, il faut laisser à chacun les possibilités. Le vrai problème, c'est de donner les moyens du choix. Et à cette condition-là, non, je ne suis pas pessimiste, loin de là, sauf que il faut aussi un sursaut de civilisation. Chaque fois que la France a eu une démographie malthusienne, chaque fois, on a connu les mêmes problèmes. Les années 1880, c'est l'affaire Dreyfus. Les années 1925 à 1940, c'est la France des ligues. Aujourd'hui, nous avons une démographie très faible. Vous terminerez la phrase.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et on s'y adapte très facilement parce qu'au fond, c'est pas pour nous, c'est après nous le déluge. Et le déluge, par définition, ne le verra pas forcément. Donc on a une manière aisée de botter en touche sans même s'en rendre compte. C'est au pouvoir public, c'est à tous les sonneurs d'alarme de réveiller les consciences. Alors de ce point de vue, on peut regretter que le clergé n'ait plus la taille voulue et l'écho voulu par rapport à jadis, quel que soit d'ailleurs ce clergé, ou catholique, ou protestant, ou musulman, ou juif. Là n'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'il manque cette dimension d'un regard sur les tiers, d'une relativisation du moment présent. On a le culte de l'immédiateté. Les idoles d'aujourd'hui, c'est la publicité télé. Je parlais de la République dominicaine. Dites d'aller au Val-Joli, on va dire, mais c'est un zombie celui-là. Et on y trouve d'autres choses. C'est pas incompatible à différents moments de l'année, etc. Ça dépend de ce que l'on cherche également. Mais donc voilà quelques éléments de réponse. Après, ça dépend de chacune et chacun d'entre nous. L'optimisme n'est pas une génération spontanée. Ça s'entretient. Je vais finir par croire qu'à défaut d'épuiser le sujet, j'ai épuisé l'auditoire. En tout cas, merci à nouveau de votre accueil. Et puis, eh bien, pour les personnes qui le souhaitent, je vais être là quelques instants. Je crois me souvenir qu'il y a une réception ou quelque chose après. Malheureusement, je ne pourrai pas vous y accompagner parce que je dois rejoindre un train où je dois prendre la parole à 17h. J'arriverai en retard, mais je dirais que c'est de votre faute. Voilà, merci en tout cas. Alors, moi, je vais me prendre un peu d'eau. Bien, je vous remercie. Bien sûr, on remercie Monsieur Tabary qui nous a amusés tout en nous apprenant pas mal de choses. Grâce à son humour, on a appris, on a retenu, j'espère. C'est la fin de notre cycle de conférences. On en a eu 5 cette année, donc pour l'exposition. On vous attend bien sûr là-bas pour le petit pot d'amitié. C'est traditionnel maintenant. N'hésitez pas si vous avez des livres à acheter. Il y en a quelques-uns, mais on peut se les procurer facilement en contactant Monsieur Tabary. Et puis, donc, je voudrais dire qu'on a été très contents de vous recevoir tous. On espère vous revoir l'année prochaine parce qu'on recommence, on espère le cycle des conférences, mais on recommence l'exposition, ça c'est sûr. Elle sera certainement étoffée, elle sera changée. On espère que M. Tabary pourra peut-être encore revenir sur un autre sujet. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il a répondu en partie à ma question, puisqu'il a dit que Malplaquet était un repère, que c'était donc grâce à Malplaquet, si on est français. Donc, en tant que Français, eh ben, je vous invite là-bas à partager le pot de l'amitié. Et puis, je vous demande d'applaudir encore une fois M. Tabary.